je vais moi aussi vous parler de protéines, mais alors que Roxane vous a parlé de protéines à l'échelle cellulaire, je vais descendre à l'échelle moléculaire. Et donc, Benoît Deveau vous a mentionné l'importance de la diffraction de rayons X comme une des étapes qui a permis à la biologie de progresser. Et donc, ce que vous avez à l'écran, là, c'est justement la structure en 3 dimensions de la myoglobine, qui se trouve être la première protéine dont on a pu résoudre la structure. C'est une protéine qui comporte plus d'1 millier d'atomes. Pour y voir un peu plus clair, on va prendre une représentation un peu plus épurée, donc en enlevant les atomes d'hydrogène, et puis même en gardant uniquement la chaîne polypeptidique, qui permet de mettre en évidence donc, cette structure tertiaire de la protéine. Et on va utiliser ensuite la représentation habituelle des biologistes où on voit les hélices alpha. Donc ça, c'est la myoglobine, donc une protéine dont la fonction biologique est de stocker l'oxygène dans les muscles. Et pour comprendre cette fonction biologique, la structure est évidemment très importante. Alors là, on a zoomé sur une partie importante de la protéine, qui est le cofacteur, le site actif. C'est donc cet assemblage moléculaire que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un M, avec un atome de fer ici qui pourra fixer une molécule diatomique comme l'oxygène. Donc c'est ça qui permet à la protéine de jouer son rôle. Alors il se trouve que pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, dans nos expériences, on va remplacer le dioxygène par une molécule de monoxyde de carbone que vous voyez ici. Donc vous avez le carbone et l'oxygène, qui est lié au fer de l'M. Alors ça, c'est la structure statique en 3 dimensions qu'on peut obtenir par diffraction de rayons X ou par RMN. Mais évidemment, pour mieux comprendre comment fonctionnent ces protéines, on a besoin en fait de voir comment cette structure va évoluer au cours du temps pendant une réaction biochimique où la structure va changer de manière fugitive. Alors pour vous en convaincre, je vais vous montrer ici une simulation de dynamique moléculaire où on va déclencher à l'instant t égale à 0, donc vous avez le temps ici, on va déclencher la dissociation de cette molécule diatomique du monoxyde de carbone qui va se détacher du fer. Et donc si on fait ça, donc là on voit le calcul dynamique moléculaire qui se déroule, et donc à l'instant t égale à 0, on a libéré cette molécule diatomique. Ça a occasionné un changement local de la structure. Vous voyez que l'M qui était plan initialement a pris une structure légèrement pyramidale, et ça va donner lieu ensuite à des changements de structure à des échelles de temps très diverses, et c'est ça qui va nous intéresser pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors pour étudier un tel phénomène qui est extrêmement rapide, les échelles de temps sont sub-picosecondes pour les premiers événements. On a besoin d'un événement encore plus bref, et la seule chose qu'on sache réaliser, c'est grâce aux lasers à impulsion ultra brève, qui produisent des impulsions, alors toujours plus brèves, mais celles qu'on va utiliser, c'est des impulsions de l'ordre d'une centaine de femtosecondes, donc 100 millionièmes de milliardième de seconde. Alors, l'outil qu'on va utiliser, c'est la spectroscopie femtoseconde. La spectroscopie, c'est très ancien, ça remonte à Isaac Newton, quand il avait dispersé la lumière du Soleil avec un prisme pour voir ici les différentes couleurs. C'est une expérience qu'on sait reproduire en laboratoire avec des lasers. Nos lasers femtosecondes peuvent produire un faisceau de lumière blanche, donc un laser blanc si vous voulez, et on peut disperser ces différentes composantes spectrales avec un prisme. Et on a ici donc toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors à quoi ça sert d'avoir ces différentes couleurs de l'arc-en-ciel? Alors d'abord on sait aujourd'hui, donc ce que ne savait pas Newton, mais que ces différentes couleurs correspondent en fait à différentes fréquences d'oscillation du champ électromagnétique qui portent le faisceau lumineux. Et donc on peut caractériser ces couleurs à l'aide de la longueur d'onde qui dans le domaine visible va de 0,4 microns à 0,8 microns. Alors on préfère utiliser en fait le nombre d'ondes, l'inverse de la longueur d'onde, parce que c'est une grandeur qui va être directement proportionnelle à la fréquence d'oscillation du champ électrique. Et alors la spectroscopie en fait elle a commencé à voir le jour au début du 19e siècle quand on s'est rendu compte que dans ce spectre solaire il manquait en fait un certain nombre de raies. Et ces fréquences qui sont absorbées, en fait, c'est dû à la présence d'éléments atomiques comme l'hydrogène, le sodium ou le magnésium dans l'atmosphère solaire. Et donc c'était le début de l'astrophysique. Donc ça va être la spectroscopie. Alors comme vous le savez, le spectre électromagnétique ne se limite pas au domaine visible, il y a l'ultraviolet au-delà pour des fréquences plus grandes et le domaine infrarouge pour des fréquences plus faibles. Et c'est ça qui va nous intéresser, le domaine infrarouge, parce que pour certaines fréquences, on va pouvoir entrer en résonance avec les vibrations moléculaires, donc par exemple la molécule de monoxyde de carbone dont je parlais tout à l'heure, a une fréquence de résonance correspondant à l'oscillation de cette molécule, à la distance entre les deux atomes, qui est de l'ordre de 2000 cm-1, donc qui correspond à une longueur d'onde de 5 microns située dans l'infrarouge. Donc si on a un rayonnement qui est à 5 microns, on pourra dire spécifiquement à cette molécule de monoxyde de carbone. Donc ça c'est l'aspect spectroscopique, et puis il y a l'aspect résolution en temps. Donc là, c'est une technique qui, elle aussi, est très ancienne, c'est la chronophotographie, qui est due à Edward Muybridge.
Donc le problème qui lui était posé, c'était de savoir si, lorsqu'un cheval galope, s'il y a un moment où le cheval quitte entièrement le sol. Et donc pour répondre à cette question, il avait disposé une série d'appareils photographiques avec des obturateurs très rapides pour figer le mouvement à des instants successifs pour décomposer le mouvement du cheval et on voit qu'effectivement, à un instant donné, le cheval va être entièrement au-dessus du sol. Et si ensuite on représente ces images les unes derrière les autres, eh bien on a un film au ralenti du mouvement auquel on s'intéresse. Donc ça, c'était voilà, la fin du 19e siècle. L'échelle de temps de ces obturateurs, remarquable pour l'époque, c'était de l'ordre de la milliseconde. Et nous, on va faire la même chose, mais avec des flashs, nos impulsions lumineuses ultra brèves, des flashs qui vont durer une centaine de femtosecondes, donc qui sera une échelle de temps suffisamment brève pour résoudre le mouvement des protéines, qui est évidemment à une autre échelle de temps. Donc c'est ce qu'on appelle la spectroscopie femtoseconde, ou en particulier la spectroscopie pompe-sonde, où on va utiliser un premier flash de lumière, une première impulsion lumineuse, donc d'une durée de 100 femtosecondes, dans l'infrarouge, dans notre cas, donc elle va pouvoir être absorbée spécifiquement par la molécule de monoxyde de carbone dans toute la protéine. C'est la seule vibration qui sera résonante avec ce rayonnement. Et donc si on regarde le spectre, donc évidemment ici en fausse couleur, on va voir une raie noire, comme dans le spectre du Soleil dans le visible, une raie noire correspondant à l'absorption de la lumière par cette molécule de monoxyde de carbone. Ensuite, on va déclencher une réaction biochimique avec une seconde impulsion, l'impulsion pompe. Et donc cette impulsion pompe déclenche la réaction. Alors là, on ne va rien voir de spécial puisque l'impulsion sonde arrive avant la pompe. Mais si maintenant on fait parcourir à cette impulsion sonde un chemin un peu plus long, donc simplement en déplaçant un jeu de miroir sur le montage optique, eh bien elle va pouvoir arriver plus tard. Donc au moment où la réaction commence à se produire, la molécule de monoxyde de carbone aura commencé à bouger dans la protéine, ce qui aura pour effet de changer la force de l'absorption, et donc on va voir que la molécule ici absorbe moins, donc on aura moins d'absorption, et dans ce qu'on appelle le spectre différentiel, on va pouvoir voir un signal qui nous révèle qu'il s'est passé quelque chose à cet endroit-là, enfin pour le monoxyde de carbone. Si on retarde encore l'impulsion sonde d'une centaine de femtosecondes, eh bien on va pouvoir voir ce spectre 100 femtosecondes plus tard, donc il aura à nouveau évolué. Et puis encore un petit peu plus tard, la molécule de monoxyde de carbone pourra s'être disposée dans ce qu'on appelle un site d'accueil, à un autre endroit de la protéine, ce qui va faire qu'elle absorbe à une nouvelle fréquence qu'on verra ici. Donc vous voyez que de cette manière-là, on a à la fois accès à la résolution temporelle, et puis on a aussi accès à une résolution spatiale, en quelque sorte, puisqu'on sait qu'on regarde uniquement ce qui se passe pour cette molécule de monoxyde de carbone. Donc on peut voir ce qui se passe à l'échelle nanométrique. C'est évidemment indirect, mais on a quand même une certaine information sur ce film à l'échelle moléculaire et à l'échelle femtoseconde. Alors voilà un exemple de résultat expérimental dans une protéine qui s'appelle la cytochrome C oxydase, qui intervient dans la respiration, où on fait exactement cette expérience. Vous avez ici une série de spectres différentiels obtenus pour différents retards entre les deux impulsions, pompe et sonde. Et ce qu'on observe, c'est un signal négatif ici qui correspond au départ de la molécule de monoxyde de carbone de l'atome de fer, qui est présent aussi dans cette protéine. Mais dans cette protéine, il y a un autre site spécial où il y a un atome de cuivre. Et on va voir apparaître une deuxième absorption ici, à une nouvelle fréquence, qui est spécifique de la molécule de monoxyde de carbone quand elle est liée à l'atome de cuivre. Et vous voyez qu'elle apparaît, cette absorption apparaît en quelques centaines de femtosecondes, donc ça veut dire que le déplacement de cette molécule va se faire en quelques centaines de femtosecondes. Alors ensuite, on peut comparer ça à une simulation de dynamique moléculaire, donc le même type que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc à l'instant initial, on déclenche la dissociation, et vous voyez que cette molécule va faire une espèce de galipette pour venir passer de l'atome de fer à l'atome de cuivre. Et nos expériences ont confirmé que ce mouvement est déterministe, c'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement de type diffusif, c'est vraiment la molécule va faire ce mouvement de manière déterministe, toujours le même, à chaque fois qu'on produit la réaction. Alors ça, c'est une expérience assez ancienne, mais qui montre bien le type d'expérience qu'on fait tous les jours dans notre laboratoire pour étudier donc, la structure, l'évolution dynamique de la structure tridimensionnelle des protéines. Alors maintenant, on utilise aussi une autre méthode expérimentale qui est à la fois plus compliquée à expliquer et beaucoup plus puissante. C'est ce qu'on appelle la spectroscopie multidimensionnelle. Alors c'est aussi une illustration de la pluridisciplinarité dont on parlait tout à l'heure, car c'est une méthode qui a en fait été développée dans le domaine de la résonance magnétique nucléaire par Richard Ernst. Et en fait, c'est une méthode qui est à la base de la plupart des techniques de RMN utilisées aujourd'hui, que ce soit l'imagerie,
ou quand on utilise la RMN justement pour reconstruire la structure tridimensionnelle d'une protéine, on va utiliser la RMN multidimensionnelle, où on utilise une séquence d'impulsions de champs magnétiques, et en faisant varier les retards entre ces impulsions, en enregistrant le signal en fonction du temps, on va pouvoir extraire énormément d'informations du système qu'on regarde par RMN. Alors même si les échelles de temps sont très différentes, les concepts sont exactement les mêmes en RMN et en spectroscopie non linéaire. Et donc on a pu transposer cette méthode. Alors il se trouve qu'on a fait la première démonstration expérimentale dans les années 90, justement à l'époque j'étais au laboratoire d'optique appliquée. Mais ensuite, il y a beaucoup de laboratoires qui ont développé, perfectionné cette approche, et donc ça a pris le nom aujourd'hui de spectroscopie multidimensionnelle, spectroscopie cohérente multidimensionnelle. C'est utilisé dans le visible ou dans l'infrarouge, et donc je vais vous parler de cette deuxième version. Alors le montage expérimental, alors vous avez ici l'assemblage de miroirs qui sont utilisés pour générer ces séquences d'impulsions, donc là c'est aligné par ma collègue Adeline Bonvalet. Donc on va prendre nos impulsions femtosecondes et puis on va mettre un jeu de miroirs, de moteurs, de lignes à retard pour constituer toutes ces séquences d'impulsions. Il faudra contrôler le retard extrêmement précisément pour ensuite les acheminer vers notre échantillon et mesurer le spectre de l'impulsion infrarouge transmise par le système. Alors notre laboratoire se distingue par une méthode de spectroscopie qui a une très bonne résolution, meilleure résolution que ce qui est obtenu dans la plupart des laboratoires, ce qui nous a permis d'obtenir les résultats expérimentaux que je vais vous montrer maintenant. Donc la spectroscopie multidimensionnelle, ça nous donne une carte en 2 dimensions. Simplement, les 2 dimensions, ce sont les fréquences, ou les nombres d'ondes. Donc la fréquence de l'impulsion sonde, mais aussi la fréquence de l'impulsion pompe. C'est-à-dire que dans cette expérience, on pourra se souvenir de la fréquence qui a été absorbée par la pompe pour voir ensuite quelle fréquence sera couplée à l'impulsion sonde. Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer les raisons de la forme de cette carte bidimensionnelle, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que le spectre ici est allongé le long de la diagonale, ce qui veut dire qu'en fait, il y a une mémoire entre la fréquence qui est absorbée par la pompe et la fréquence qui va être, avec laquelle la sonde va interagir. Et donc, ça nous dit qu'en fait, il y a ici un étalement de fréquence parce qu'avec notre système, on va adresser différentes protéines qui ont différentes structures et donc différentes fréquences de vibration du monoxyde de carbone. Là, le CO joue le rôle un petit peu d'un témoin local de la structure de la protéine. Et ce qu'on voit, c'est qu'on garde une mémoire entre la fréquence à laquelle le CO a absorbé et le fréquent absorbé l'impulsion pompe et la fréquence qui sera couplée par la sonde. Alors ça, c'est intéressant pour diverses raisons. L'une d'entre elles, c'est qu'on peut comparer ces résultats à des résultats théoriques, sachant que construire des modèles théoriques fiables dans ces protéines, c'est vraiment un défi important pour la physique, parce que théoriquement, il faudrait appliquer la mécanique quantique, celle qu'on enseigne à nos étudiants, mais le système est tellement complexe, il y a tellement d'atomes que c'est complètement impossible d'espérer, même à moyen terme, traiter complètement une protéine à l'aide de la mécanique quantique. Donc on est obligé de construire des modèles théoriques qui intègrent un petit peu de mécanique quantique au voisinage de l'EM et puis de la mécanique classique pour le reste de la protéine. Donc ces modèles sont assez délicats à développer. Donc là, on a collaboré avec deux collègues théoriciens, Cyril Falvaux et Chris Meyer, d'autres laboratoires CNRS associés à l'Université Paris-Sud et l'Université de Toulouse. Et leur modèle, vous avez le résultat ici, il reproduit parfaitement notre résultat, ce qui est un résultat très, très intéressant parce qu'il n'y a absolument aucun paramètre ajustable et ça montre que ça valide en quelque sorte leur théorie. Et encore plus intéressant, si on retarde maintenant, si on décale le retard entre l'impulsion pompe et l'impulsion sonde, on voit que aussi bien au niveau de l'expérience que de la théorie, vous voyez que le spectre change de forme, on commence à prendre une forme plus symétrique, ce qui signifie qu'on va perdre la mémoire justement de cette fréquence, simplement parce que la protéine aura changé de structure pendant les 20 picosecondes qui se seront écoulés entre la première et la deuxième impulsion. Donc ça confirme à nouveau que le modèle théorique nous donne une bonne compréhension de ce qui se passe dans la protéine. Alors, les perspectives de nos travaux, donc évidemment maintenant qu'on tient ce modèle théorique, donc hybride quantique classique, on va évidemment chercher à vérifier sa validité sur une grande variété de protéines. Les expériences précédentes étaient faites dans l'hémoglobine. Donc on va essayer diverses protéines, ou même pour une protéine donnée, différents mutants de cette protéine, pour vérifier que ça fonctionne bien. Et puis, une activité qu'on commence actuellement, qui s'appuie sur
les capacités de nos collègues biologistes que je trouve absolument extraordinaires, qui sont de substituer un acide aminé spécifique d'une protéine, de le remplacer par un autre acide aminé non naturel, qui ne fait pas partie disons, de la banque des acides aminés utilisés dans la nature. Et on peut mettre un acide aminé non naturel qui va avoir une réponse vibrationnelle dans l'infrarouge très spécifique. Et donc, avec notre méthode, on sera capable d'avoir accès à une information locale en différents endroits de la protéine. Donc là, c'est la myoglobine, mais on va s'intéresser à plein d'autres protéines par cette méthode, de voir le couplage entre, par exemple, le monoxyde de carbone et ce marqueur vibrationnel. Et donc avec ça, on espère apprendre beaucoup de choses sur les fonctionnements ou le dysfonctionnement d'un grand nombre de protéines. Voilà, et avant de conclure, je voudrais juste remercier évidemment l'ensemble de mes collègues, puisque c'est un travail d'équipe. Donc j'ai mis ici le nom de ceux qui sont intervenus ces dernières années dans les travaux que je vous ai présentés, mais il y a bien d'autres personnes qui sont intervenues dans ce type d'expérience, et vous avez ici le montage expérimental. Je vous remercie.